Bonjour, bonjour tout le monde. Ce qu'on va faire d'abord aujourd'hui, comme d'habitude, ça va être ce qu'on appelle un club de lecture. Hein. Ce qu'on fait, là, c'est une technique en enseignement, ou les journal club, où on regarde en détail un article scientifique, ou dans ce cas-ci, c'est un chapitre de livre. Et ce livre-là, c'est pas n'importe quel. C'est le livre Psychiatrie clinique, approche biopsychosociale. Du docteur Lalonde et Grunberg. Grunberg qui est décédé maintenant. Puis docteur Lalonde, qui est professeur émérite. Ça veut dire qu'il aurait droit à sa retraite, mais il est toujours impliqué dans l'enseignement en psychiatrie. Ça, c'était l'édition de 1988. OK? Là, il y a eu une quatrième édition, qui date, celle-ci, si je ne me trompe pas, est dédicacée pour moi. C'était en 2016, quand même récent. Puis là, on pense bien qu'il travaille déjà à la 5e édition. Remarquez ici, tome 1. OK? Quand on dit une brique, là, hein? Ben, parce qu'il y a un tome 2 aussi. OK? Fait que moi, là, si vous avez le temps, tu lis un chapitre à la fois. Là. C'est une référence au Québec, on ne se trompe pas, ça c'est simple. Okay. Et pour la première fois, d'une édition à l'autre, de celle-ci à celle-là, dans la plus récente, on parle pour la première fois des pères aidants. Ah wow. On a de l'acheter pour ça. Puis éventuellement, il y aura de plus en plus d'écrits sur la question des pères aidants. On le sait, c'est encore relativement nouveau, en tout cas sûrement pour plusieurs d'entre vous. Hein? Est-ce que tu priorises d'acheter ces livres-là? Ben oui, pourquoi pas. C'est assez cher, là. Ben oui. Ouais. Fait là, on va regarder le chapitre qui a été écrit avec le docteur Léoufre. Fermez vos micros, s'il vous plaît, ceux qui sont en ligne, avec Linda Fortier et moi-même. OK? Puis, docteur Léoufre, il travaille ici. Puis, vous allez le voir cet été. Il dirige une équipe de suivi intensif dans le milieu, celle où travaillait Benoît Saint-Pierre avant, au CIUS de l'Est. Puis, vous allez sûrement aller voir, là, celle pour qui le stage sera ici. Vous allez pouvoir aller voir comment fonctionne cette équipe-là. OK? Là, si on dit ça, ça va être technique aujourd'hui, je vous avertis, là, dans le sens qu'on rentre dans la matière en même temps qu'on rentre sur le terrain. Vous allez arriver sur un terrain très complexe où, dans le fond, les gens ils pratiquent différents métiers. C'est des équipes multidisciplinaires ou interdisciplinaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on regarde vraiment en détail interdisciplinarité et travail d'équipe. Puis la deuxième partie de ce chapitre-là, c'est la place des pères aidants dans ces équipes-là. Donc, on va regarder ça ensemble pour avoir un bon historique, là. Vous l'avez sur Studium également. Alors, on va faire un petit peu d'histoire, puis je commente un peu au fur et à mesure là, pour mettre ça là, actuel, pour rendre tout ça actuel. Ça remonte quand même à assez longtemps, depuis le début des années 60, alors que la désinstitutionnalisation progresse inexorablement dans les sociétés occidentales. Le traitement des personnes souffrant d'un trouble mental est confié à des équipes multidisciplinaires. Ici, à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, c'est l'ancien hôpital Louis-H. Lafontaine. Puis là, dans le temps, là, les années 1960, c'était l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Il y avait jusqu'à 6000 patients ici qui étaient institutionnalisés. Puis là, il y a eu des vagues de désinstitutionnalisation. C'est comme ça que sont apparues les équipes multidisciplinaires. Le travail en équipe multidisciplinaire répond logiquement
à la double nécessité de tenir compte de la complexité et de l'intrication des dimensions biopsychosociales associées aux pathologies mentales et de coordonner l'action des différents professionnels. Les équipes multidisciplinaires de secteurs sur un territoire donné ont cependant été critiquées pour ne pas avoir répondu aux besoins de la clientèle présentant des pathologies les plus sévères et pour leurs services trop généralistes. C'est bien beau la désinstitutionnalisation, mais il reste des gens qui ont des besoins particuliers. Puis, c'est le cas des gens qui sont suivis précisément dans les équipes de suivi intensif dans le milieu. Ou vous êtes appelé comme père aidante avec le plan d'action en santé mentale. C'est là qu'on souhaite qu'il y ait normalement des pères aidants. L'approche communautaire a ouvert la voie à des rapports interprofessionnels plus égalitaires et à une démocratisation des processus de décision, remettant en question une hiérarchisation injustifiée des savoirs pour les uns, alors que pour les autres, les équipes multidisciplinaires ont été le théâtre d'une remise en cause du pouvoir médical, de nature à paralyser leur fonctionnement et à les priver de l'apport de l'expertise des psychiatres. C'est pas tout le monde qui voyait ça d'un bon œil, cette démocratisation-là. À ces tensions internes se sont ajoutées par la suite des pressions extérieures. Afin de contrôler la croissance des coûts de service, on encourage des pratiques ayant fait la preuve de leur efficacité et de leur efficience. J'arrête pas de radoter là-dessus. Il faut générer des preuves de l'efficacité et de l'efficience de l'intervention des pères aidants si on veut que ça perdure. Les patients et leurs proches, de leur côté, réclament une plus grande implication dans les services reçus. On a vu ainsi se développer des approches spécialisées et centrées sur le patient, plus à même de répondre aux besoins des clientèles présentant des problématiques sévères, complexes et réfractaires. Citons, par exemple, les modèles de réadaptation intensive, comme le suivi intensif dans le milieu, ou Assertive Community Treatment, le ACT, ou le soutien à l'emploi, Individual Placement and Support. Il y a aussi le soutien à l'éducation, c'est une autre chose. Il y a les équipes intégrées de traitement des doubles diagnostics, toxicomanie par exemple. Les équipes mobiles de crise, les équipes de premiers épisodes, qu'on appelle les premiers épisodes psychotiques, où là aussi il y a des pères aidants. Dans ce type d'approche, les liens interprofessionnels sont généralement multiples, rapprochés, et les éléments propres à la dynamique du travail en petits groupes sont actifs. C'est un petit peu pour ça qu'ici, on travaille en petits groupes. La logique là, des sessions d'intervision clinique du vendredi, ça correspond un petit peu à cette préparation-là à travailler dans des petits groupes interdisciplinaires, interprofessionnels. L'organisation du travail et les relations entre les membres sont orientées vers un modèle de collaboration qui permet une vision globale des besoins du patient, une lecture systémique des problématiques et une intervention planifiée, coordonnée et intégrée autour d'objectifs communs. C'est ce niveau de collaboration qui définit et caractérise l'interdisciplinarité. L'équipe qui fonctionne en interdisciplinarité partage des responsabilités. Quant aux résultats visés, utilise des outils communs, élabore un plan d'intervention intégré qui détermine les rôles et les tâches de chacun en fonction des compétences requises et de la priorisation des services à offrir. La multidisciplinarité, c'est pas la même chose, là, ou pour certains, la pluridisciplinarité, se définit à l'opposé par des rapports interprofessionnels fondés principalement sur la coordination des interventions à des degrés plus ou moins variables. Ainsi, on peut passer de la référence professionnelle sans interaction véritable entre les intervenants à un mode de consultation où le consultant demeure libre d'inclure le point de vue de l'autre dans son plan d'intervention, jusqu'à un mode de rassemblement où les intervenants s'informent réciproquement, mais ne s'obligent pas collectivement à coordonner et à intégrer leurs interventions. Si une plus grande harmonisation des interventions est requise, on passe alors à un mode de coordination qui représente une transition vers l'interdisciplinarité. Les relations entre professionnels s'échelonnent donc sur un continuum tel qu'illustré au tableau 1. D'un côté, il y a la multidisciplinarité, si on lit de gauche à droite. D'abord, on peut simplement référer à un autre professionnel
sur un petit bout de papier. Voici, madame, allez consulter tel autre professionnel. On peut consulter cet autre professionnel-là. Puis on peut aussi se réunir avec d'autres professionnels. Mais chacun fait sa partie professionnelle à lui. Puis là, quand on s'en va vers l'interdisciplinarité, c'est là que la responsabilité à ce moment-là est partagée. Fait une question que vous aurez à l'examen, là, quelle est la différence entre multidisciplinarité et interdisciplinarité? OK? Face aux pathologies courantes, la multidisciplinarité est généralement suffisante, alors que le mode interdisciplinaire sera essentiel pour des problématiques multiples ou pour des patients présentant une complexité qui confronte les limites du savoir d'une seule discipline. Une équipe de travail disposant des ressources nécessaires pourrait moduler son intensité de collaboration en alternant entre le mode multidisciplinaire et le mode interdisciplinaire. L'interdisciplinarité n'est donc pas l'apanage des équipes surspécialisées. Elle s'applique autant aux équipes de base de première ligne et aux équipes psychiatriques de deuxième ligne. Si l'ensemble de la clientèle présente des besoins complexes, il va de soi cependant que pour y répondre, l'équipe devra adopter en permanence un fonctionnement interdisciplinaire. C'est dans ce contexte-là que les pères aidantes, vous allez exercer votre métier en contexte interdisciplinaire. Si c'était multidisciplinaire, ça pourrait arriver que simplement un patient vous soit référé. Supposons que si vous exerciez en cabinet privé comme un psychologue. Mais ici, là, dans vos stages, c'est pas ça. C'est dans des équipes interdisciplinaires pour des clientèles complexes. Qui fait que ça prend plusieurs points de vue pour... Mais il faut partager la vision globale. Tu ne peux pas juste te dire, moi, j'ai ma vision de père aidante ou moi, de travailleuse sociale. Il faut être solidaire, partager la vision globale. Mais bon, l'interdisciplinarité est beaucoup plus exigeante car elle nécessite l'implication active de chacun pour pouvoir être pleinement déployé et efficace. Elle invite les membres de l'équipe à passer d'une pratique individuelle à une pratique de groupe, tout en préservant l'identité professionnelle de chacun. Il s'agit de créer un mouvement synergique au sein de l'équipe où la mise en commun des expertises transcende leurs limites respectives et améliore les interventions en favorisant l'émergence d'une compréhension nouvelle du patient. Afin de rendre compte de cette dernière éventualité, certains auteurs préfèrent parler d'équipes transdisciplinaires. Cela ne veut pas dire, comme certains le prétendent, que les frontières entre les disciplines sont abolies, au point où chacun pourrait intervenir dans tous les domaines. Non, 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 non. On a bien vu aussi là, la notion d'acte réservé. Cette idée est contradictoire avec l'interdisciplinarité, dont l'essence est d'intégrer les différences entre les disciplines pour les mettre au service de chaque patient. La transdisciplinarité est un concept qui nous semble plus adapté au milieu académique ou de recherche qu'au milieu clinique, si on la définit comme l'émergence d'une discipline nouvelle qui résulte de la combinaison des connaissances propres à diverses disciplines. C'est intéressant ici, hein? L'émergence d'une discipline nouvelle qui résulte de la combinaison des connaissances propres à diverses disciplines. Ici, la nouvelle discipline, disons, une orientation, une pratique axée sur le rétablissement et qui inclut des pères aidants. Vous ne serez pas les seuls à être porteuses de ça. On l'a vu là, précédemment. Là. Si les équipes où vous êtes ne sont pas orientées rétablissement, ont plutôt un fonctionnement là, multidisciplinaire qu'interdisciplinaire, là, c'est l'occasion de façonner une nouvelle compréhension. Puis la contribution que vous allez faire là-dedans, ça va aider les autres professionnels aussi à mieux collaborer pour avoir une compréhension différente, plus complète peut-être de la personne, un autre regard. C'est une nouvelle discipline qui est en émergence que la pratique des pères aidants, qui inclut évidemment les pères aidants, mais aussi tous les autres professionnels des diverses disciplines qui doivent travailler de manière assez intégrée. Viser l'interdisciplinarité, un travail d'équipe.
En fonction de l'évolution de l'équipe, dans son processus de maturation, son degré de collaboration interdisciplinaire variera selon 3 niveaux, tels que démontrés par les recherches d'Amour. D'Amour, des apostrophes Amour, l'auteur. Okay. La collaboration en inertie indique en fait l'absence de collaboration, généralement liée au fait que les relations entre les membres y sont davantage de nature conflictuelle, en mode latent ou actif. La collaboration en construction indique la présence soutenue d'activités en vue d'améliorer la qualité de la collaboration. Celle-ci demeure fragile et soumise à la capacité des membres de réagir adéquatement aux différentes pressions internes et externes. Ensuite, la collaboration en action est celle où les membres de l'équipe font consensus sur l'organisation du travail, gèrent efficacement les dynamiques relationnelles et partagent les responsabilités quant à l'atteinte des résultats. Excusez-moi. À ce niveau, l'efficience et la continuité des services occupent une place centrale. Vous voyez, collaboration en action. Et ça, c'est dur à prédire. Hein? Les autres modèles, on le sait, mais là, vous allez être dans l'action. Vous êtes dans un modèle de collaboration en action, puis là, vous allez l'apprendre comment vous placer. Il faut se faire confiance, puis graduellement, vous allez développer un peu votre intuition. Trouver votre place en contexte interdisciplinaire. Et vous allez comprendre comment les autres aussi, c'est un défi pour tous les autres travailleurs, même ceux des autres disciplines. Afin de compléter le processus de maturation permettant cette collaboration en action, l'équipe devra remplir plusieurs conditions relatives à sa structure et à son fonctionnement. Il lui faudra pour cela s'approprier sa mission, répartir les tâches et les responsabilités, organiser son travail et faire circuler l'information, tirer parti du leadership en son sein et gérer les conflits. Ça, votre journal de bord va permettre un peu de capter ça. Puis vous avez peut-être vu la structure du rapport de stage, là, hein? Par exemple, une des sections, c'est quelle est la mission de l'organisation? Il faut s'approprier la mission. C'est quoi les tâches? Qu'est-ce que les gens font? Puis qu'est-ce qu'un père aidant va faire en complément? Attends, note tes questions, puis après, on va avoir un bon échange. Okay? S'approprier la mission. Il faut connaître le modèle où vous êtes là. OK? Justement, la mission. La raison d'être de l'équipe interdisciplinaire est sa clientèle. On peut la définir selon différents critères comme l'âge, le diagnostic, la sévérité symptomatique ou fonctionnelle, les phases évolutives ou le secteur géographique, mais il importe surtout de bien comprendre ses besoins et ses attentes et au moins d'en connaître l'étendue et les caractéristiques. Puis ici, là, il faut absolument introduire les notions de sexe et de genre. Les hommes et les femmes, ça c'est biologique. Le genre, c'est être plus masculin, plus féminine. Ça arrive, tu peux être biologiquement une femme, on va dire plus masculine, puis inversement, tu as des hommes qui sont nés hommes, mais qui sont plus, sont moins machos que les autres, mettons. Okay? Fait que de nos jours, là, c'est très important quand on parle d'approche personnalisée, de se demander la personne à qui j'apporte de l'aide. Question aussi d'orientation sexuelle, n'est-ce pas? Il faut penser à tout ça quand on se demande ça va être quoi les meilleures conditions de pairage entre les pères aidants et les pères aidés. Et souvent, on pense, par exemple, c'est une clientèle qui a la schizophrénie. Il faudrait que le père aidant ait la schizophrénie. On va suggérer un pairage par rapport à un diagnostic. L'organisation des services, c'est souvent soit par groupe d'âge ou diagnostic ou les deux. Par exemple, les cliniques jeunes, c'est quoi? Jeunes, adultes, psychotiques, tu as les deux. Jeunes et psychotiques. La profession, la nouvelle discipline va générer, de manière rigoureuse, des données permettant de dégager des modèles. C'est nouveau. On pense mais il faut être plus rigoureux. Il va falloir le vérifier, y aller de manière prudente
échanger nos expériences, puis éventuellement tester des hypothèses. Le mandat de l'équipe dépend de la place qu'elle occupe parmi un réseau de services avec lequel elle coordonne son action. Hein? Là, on est dans des CIUS maintenant. Pour ça, le cours là, sur le système de santé, santé communautaire, là, il vise à vous outiller pour bien comprendre ce réseau-là. Mhm. La clientèle cible, le mandat des services et les modalités d'accès qui en découlent constituent les principaux éléments de la mission de l'équipe. Le plus souvent, les équipes en santé mentale sont les héritières d'équipes précédentes, modifiées au gré des réorganisations successives et des changements de personnel. De ce fait, une mise à jour régulière de la mission de l'équipe est souhaitable. Quand il existe une définition explicite de cette mission, il faut au moins s'assurer qu'elle soit connue et partagée de tous. Les membres de l'équipe auront même intérêt à reformuler ensemble tout énoncé de mission qui leur semblerait trop général, révélant ainsi d'éventuels désaccords sur leur vision du mandat et des fonctions de l'équipe. Cet exercice renforcera la cohésion de l'équipe et rendra tous et chacun solidairement responsables des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les résultats liés à la mission. Il incombe particulièrement aux leaders de l'équipe d'avoir une vision claire de la mission, de savoir la partager et de s'assurer de sa réalisation sur le terrain. La mission n'est pas réductible à la programmation des services qui en précise la forme, la séquence et la durée. Cette programmation est en effet tributaire des ressources existantes, des intérêts de chacun des intervenants pour telle ou telle approche, des habitudes et de la culture des équipes. Au niveau de la clientèle, par contre, les besoins changent. Certains furent longtemps négligés comme les besoins de base tels que le logement et le transport ou les besoins spirituels. D'autres, comme les besoins des minorités visibles ou des immigrants, sont mal compris pour des raisons culturelles. La mission devra refléter aussi les valeurs et les attentes des patients en termes de réappropriation du pouvoir sur leur vie, de rétablissement, sans oublier les problématiques nouvelles, comorbidité, judiciarisation. On pourrait rajouter les personnes transgenres qui sont de plus en plus, qui apparaissent dans le droit aussi, là, comme une catégorie moins dichotomique. Là. L'équipe fera donc en sorte que sa programmation soit adaptée à ces diverses réalités. Définir une mission est ainsi un processus bidirectionnel entre une planification fondée sur les données probantes et une pratique à l'écoute de la clientèle. Une mission claire et bien définie constitue un outil important de communication avec le reste du réseau et avec la direction des établissements, ainsi qu'un guide pour déterminer les compétences, les habiletés et l'organisation du travail appropriée. Elle pourrait se révéler être un moyen excellent de prévention des conflits liés aux différentes divergences d'opinion sur les services à offrir. Donc, il faut avoir vous-même, là vous se demander c'est quoi la mission de l'organisation où je vais. Puis dans cette organisation-là, mettons le CIUS, maintenant c'est 15 000 employés. Hein? Puis ça, c'est le fruit d'une fusion de plusieurs établissements. On le disait tout à l'heure, hein, c'est tributaire de tout un historique, là. Puis dans ces établissements, comme ici, c'est une des installations du nouveau CIUS, il y a différents programmes et l'hôpital Louis-H-Lafontaine était lui-même construit de la fusion de différents services. Fait que là, il y a la mission du CIUS, celle de l'Institut, celle d'un programme. Puis dans le programme même, il va y avoir des modèles d'intervention, comme on a vu tout à l'heure, des équipes SIM, par exemple. Fait que là, c'est comme les poupées russes, là. Il faut avoir cette connaissance-là de chacun de ces niveaux de mission-là. Composition de l'équipe et répartition des tâches. La composition de l'équipe interdisciplinaire repose sur sa mission particulière. Au noyau constitué de médecins, de psychiatres, d'infirmières et d'agentes administratives se sont joints depuis longtemps travailleurs sociaux, psychologues et ergothérapeutes. Avec le développement des connaissances et des philosophies de soins, on assiste à une diversification encore plus grande des qualifications disponibles, comme celle des éducateurs, des spécialistes en réintégration au travail et en toxicomanie, des neuropsychologues, des orthophonistes et même des pères aidants. Il devient ainsi impossible de faire le portrait type d'une équipe. Il n'existe pas, d'autre part, de règles strictes pour déterminer la taille optimale d'une équipe et aucune étude concluante n'est disponible à ce sujet.
Donc, ça peut varier. Mhm. On peut toutefois supposer que si les intervenants sont trop nombreux, il devient difficile d'assurer une bonne communication interne et de maintenir la cohésion du groupe. Dans le cas contraire, soit une petite équipe, c'est le support entre les intervenants et la diversité des compétences qui deviennent insuffisants. Puis malheureusement, on parle beaucoup de pénurie de la main-d'œuvre dans le secteur de la santé, ça existe. Ça ne sera pas facile là, pour les pères aidants, même si les équipes sont très open. Là, s'il y a un manque de personnel, d'autres types de personnel dans l'équipe, c'est plus compliqué pour tout le monde, incluant bien sûr pour le père aidant. La répartition des tâches mettra tout d'abord à profit, évidemment, les compétences propres aux différentes disciplines. C'est l'infirmière qui procède au traitement injectable, c'est la travailleuse sociale qui est responsable de l'évaluation psychosociale des personnes nécessitant des mesures de protection. La répartition se fera aussi en fonction du contenu des interventions, selon qu'il s'agisse de traitement, de réadaptation, de soutien aux proches ou de collaboration avec d'autres services sociaux, médicaux ou légaux. On pourra enfin partager les tâches selon certaines phases du processus de soins, comme la préévaluation, l'évaluation, l'engagement, la liaison et le transfert. Ce serait intéressant de noter ça, là. Certaines phases, quelles sont les phases du processus de soins? La préévaluation, l'évaluation, l'engagement, la liaison et le transfert. Où pourraient se situer les pères aidantes là-dedans, là, par rapport à chacune de ces phases-là? Il y en a, par exemple, vous allez pouvoir aller voir à l'urgence, avec une père aidante qui est à l'urgence, mais là, c'est de la préévaluation. Cette répartition des tâches ne se fait jamais sans problème compte tenu des chevauchements qui existent entre diverses disciplines et du fait que les membres de l'équipe partagent une série de compétences génériques. En conséquence, les responsabilités ne sont pas toujours faciles à définir. Cela est de nature à produire des situations conflictuelles sur la gestion desquelles nous reviendrons. Attardons-nous plutôt au rôle de l'intervenant pivot, qui constitue une réponse clinique à la question de la répartition des tâches et des responsabilités qui permet à l'interdisciplinarité de se réaliser. L'intervenant pivot a un lien direct et soutenu avec l'usager et est au fait des besoins de la personne et a une vue d'ensemble des services offerts. Il effectue lui-même certaines interventions auprès de l'usager, s'assure de la coordination des activités et divers professionnels impliqués et détermine les moments où une révision du plan d'intervention interdisciplinaire, le fameux PII, est requise. Ce PII fait état des objectifs prioritaires en fonction des besoins et attentes de la personne, des préoccupations de l'entourage et des recommandations de l'équipe. Donc, des attentes de la personne, préoccupations de l'entourage et recommandations de l'équipe. Les objectifs visés par l'ensemble des intervenants impliqués auprès du patient doivent être cohérents entre eux, en nombre suffisant et doivent respecter un échéancier réaliste. Par ailleurs, on retrouve aussi dans le PII, les indications quant au partage des responsabilités, aux ressources mobilisées et aux échéances de révision. La désignation de l'intervenant pivot peut se faire en fonction de divers facteurs. C'est-à-dire que dans une équipe là, multi, tu n'as pas quelqu'un qui arrive d'emblée, moi je suis un intervenant pivot. C'est un des membres, ça peut être parfois la travailleuse sociale, parfois l'ergothérapeute. Par rapport à ce patient-là, l'intervenant pivot va être différent. Divers professionnels peuvent assumer ce rôle en autant qu'ils aient le savoir-faire requis en rapport à l'animation des rencontres d'équipe, la formulation des objectifs et la vision globale et systémique des besoins du patient. Les conditions favorables à l'exercice de ce rôle doivent aussi être en place, notamment une charge de travail qui tienne compte du temps requis pour assumer les responsabilités d'intervenant pivot. Il est très important de souligner que l'intervenant pivot n'est pas imputable de la qualité et de l'efficacité des interventions des autres professionnels, ni du bon fonctionnement de l'équipe vis-à-vis duquel chacun des membres de l'équipe a une responsabilité individuelle. Le rôle de l'intervenant pivot s'apparente enfin à celui du gestionnaire de cas, non pas dans le sens de courtier de service lorsqu'il s'agit de coordonner le travail d'un ensemble de services différents, mais dans le sens de la gestion de cas intensive ou clinique, où le gestionnaire de cas offre lui-même des services au sein d'une équipe interdisciplinaire élargie. L'essence de ce type de fonction, quelle qu'elle soit, est d'assurer un rôle de vigie quant à la cohérence des services offerts,
leur coordination, leur complémentarité, leur pertinence et leur continuité. La richesse d'une équipe en santé mentale ne dépend pas seulement, pour terminer, de la somme des différentes disciplines qu'on y retrouve, mais aussi de l'expérience de chacun de ses membres. Au savoir s'ajoute le savoir-faire, acquis à l'hôpital, à l'urgence, dans la communauté ou auprès des familles, par exemple. Seront enfin mises à contribution les qualités, les attitudes et l'engagement de chacun des intervenants, leur savoir-être, afin de constituer un ensemble de compétences professionnelles, expérientielles et personnelles. Puis nous, on prend le même continuum, mais dans l'autre sens. Vous allez en stage pour montrer des attitudes, un savoir-être. Et là, vous allez dans l'action, vous allez savoir faire. Puis là, nous, ce qu'on fait à l'université, et avec des pairs aidants qui contribuent à cet effort-là de développement de savoir, bien là, il y a le savoir lui-même comme nouvelle discipline. Puis ça, c'est les experts. C'est des gens qui vont avoir un diplôme là, important, docteur en ci ou en ça. Ça veut dire que tu as le savoir. Mais des gens, tu peux n'être qu'un professeur d'université qui n'exerce pas nécessairement le métier d'infirmière. J'en connais ici des collègues. Ils sont des professeurs en sciences infirmières, oui, qui ont eu une formation d'infirmier ou d'infirmière, mais qui sont plus sur le terrain comme tel. Mais leur savoir il est reconnu sous forme de diplôme. Nous, on travaille à ça, on travaille fort pour que ce soit reconnu comme savoir, mais bon, comme vous le savez, ça ne l'est pas encore. C'est le même continuum, là. C'est pas savoir, savoir-faire, savoir-être. Nous, c'est savoir-être, savoir-faire, savoir. L'organisation du travail de l'équipe interdisciplinaire répond à des nécessités cliniques, fonctionnelles et administratives. La circulation de l'information en est l'objectif essentiel. Du fait de leur proximité, les membres de l'équipe échangent quotidiennement un nombre appréciable d'informations, discutent informellement en petits groupes de la condition et de l'évolution des patients et identifient ainsi les décisions à prendre. Ça va vite. Okay? C'est constant, c'est fatigant. Parce que c'est à tous les jours, à tout instant, presque même dans le corridor, même à la pause. C'est intense. Il faut aimer ça. Évidemment, les orientations découlant de ces discussions de cas ne doivent pas être en contradiction avec les objectifs définis en équipe et précisés dans le plan d'intervention interdisciplinaire. Si des éléments nouveaux justifient une révision du PII, les membres ont la responsabilité de convoquer une réunion d'équipe. C'est l'une des raisons pour laquelle les équipes éprouvent depuis toujours le besoin de se réunir régulièrement de manière formelle. La nature et la fréquence de ces réunions sont variables. Les équipes de suivi intensif, par exemple, se réunissent quotidiennement pour distribuer les tâches du jour, toutes les semaines pour passer en revue l'ensemble des cas suivis aux besoins pour les PII et plusieurs fois par an pour discuter des problèmes de fonctionnement et renforcer la fidélité à leur modèle de pratique. Tenir autant de réunions ne serait ni souhaitable ni même possible pour une équipe de base. Il revient cependant à chaque équipe de décider ce dont elle a besoin pour s'assurer, en premier lieu, que les patients bénéficient d'une planification et d'une coordination efficace des interventions adaptées à leur symptomatologie, leur fonctionnement et leurs conditions de vie. Chaque membre de l'équipe devra s'assurer de l'utilisation optimale du temps durant les réunions. Il est donc crucial de s'entendre sur la façon dont les réunions sont animées et sur leur contenu. Les réunions d'équipe interdisciplinaires devraient permettre de prendre connaissance des nouveaux cas et de faire le suivi ou la révision des PII. Il est de la responsabilité de chaque membre de contribuer à son bon déroulement par leur ponctualité, leur préparation et leur participation active tout en veillant au respect de l'ordre du jour. Ponctualité, préparation, participation active. Par ailleurs, annuellement, une équipe devrait consacrer du temps à la révision de son fonctionnement et les membres devraient être encouragés d'y aborder les questions touchant à l'efficacité du travail d'équipe, de même qu'à l'organisation et conditions de travail qu'ils estiment appropriées et équitables. De la même manière, les questions administratives en lien avec les normes de pratique et les diverses politiques et procédures en vigueur devraient être ouvertement discutées
afin d'en avoir une compréhension commune, de mettre à profit leur application et, le cas échéant, de donner à l'administration des rétroactions pertinentes. La finalité de toute la documentation concernant la tenue de dossier, la délimitation des rôles, les procédures d'inscription, de suivi et l'évaluation des résultats est de rendre ainsi transparent, aussi transparente que possible, la structure de l'organisation. Donc, ça semble technique, hein, la question administrative en lien avec les normes. On pourrait penser que ça, ce n'est pas nécessaire parce que nous, on fait seulement que l'intervention individuelle. C'est une technique d'intervention de niveau collégial à ce moment-là. C'est très bien, mais nous, ce n'est pas ça, là. En tant que père aidant professionnel, vous devez prendre part à ces discussions-là d'ordre administratif sur les pratiques, les différentes politiques et procédures en vigueur pour contribuer à les faire évoluer. Il serait illusoire de concevoir un modèle d'organisation d'équipe universel. L'important est de se donner les moyens d'améliorer de façon continue la qualité du travail d'équipe en y associant assurément la totalité de l'équipe. Leadership. Qui sera le leader de l'équipe interdisciplinaire? Pour certains, la réponse à cette question est simple. Le psychiatre est le leader naturel de l'équipe puisqu'il est le détenteur de l'expertise la plus vaste et qu'il assume la responsabilité ultime du traitement. Il devrait alors avoir l'autorité nécessaire pour prendre en dernier ressort toutes les décisions cliniques. Deux choses ici, leadership et autorité. Sans être sans mérite, cette opinion soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout, car elle tend à confondre leader et leadership, autorité et pouvoir. La pratique interdisciplinaire repose sur une idée claire et partagée de la mission de l'équipe, on l'a dit, sur une structure solide et relationnelle, sur un fonctionnement souple et efficace, et sur la qualité des relations interprofessionnelles et interpersonnelles. Voilà les différents fondements de l'interdisciplinarité dont la mise en place dépend en grande partie du leadership qui émergera au sein de l'équipe. De quel leadership l'équipe interdisciplinaire a-t-elle besoin finalement? C'est de la réponse à cette question que dépendra surtout le choix de son ou de ses leaders. Selon certains modèles, là, les sources du pouvoir social sont de deux ordres. Les sources personnelles et les sources positionnelles. Les sources personnelles sont celles du pouvoir expert, fondées sur la perception de la compétence de l'expert, et celles du pouvoir référent, fondées sur l'estime dont jouit son titulaire et de qui on recherche l'approbation. L'expertise médicale est un exemple de pouvoir expert. Le médecin est celui qui a le pouvoir de poser un diagnostic ou de prescrire une médication, et il détient une somme d'informations qui équivaut à des ressources échangeables de nature à faciliter le travail des autres membres de l'équipe. C'est, d'autre part, en proportion de l'expertise et de l'expérience qu'on lui reconnaît que l'expert médical, hein, vous vous souvenez des compétences CADMET, donc l'expert médical acquiert le pouvoir référent qui lui permet de jouer un rôle de mentor dans l'enseignement. Rien n'empêche cependant les autres professionnels non médecins de disposer eux aussi du même genre de sources personnelles de pouvoir. Les sources positionnelles sont quant à elles liées à la place occupée au sein de l'organisation et confèrent au gestionnaire le pouvoir de récompense ou de récompenser ou de punir, ainsi que le pouvoir dit légitime d'amener les subordonnés à s'approprier leurs obligations et leurs responsabilités. Les psychiatres déplorent plus souvent qu'autrement de manquer de pouvoir dans les organisations où ils exercent et de ne pas être assez associés aux décisions importantes. Ils n'occupent habituellement pas, du fait de leur statut de travailleur autonome, une position hiérarchique leur donnant le pouvoir de récompenser ou de punir, disons, de suspendre un autre employé. Mais pourtant, les psychiatres sont perçus comme ayant le plus grand pouvoir, comme ayant un plus grand pouvoir que les autres professionnels. Cette divergence de vue est due au fait que ce qui importe, en fin de compte, n'est pas tant le pouvoir absolu que la différence de pouvoir qui existe entre deux individus ou entre deux professions. La place qu'on leur attribue dans l'organisation et leur statut médical donne aussi aux psychiatres un pouvoir légitime.
Ce type de pouvoir, qui n'est évidemment pas exclusif aux médecins, est fortement associé à des attitudes et à des normes de conduite conformes à certains modèles professionnels. Dans le cas des psychiatres, cela pourrait se traduire par un souci de qualité, de continuité et d'humanisation des soins. Ce dernier type de pouvoir connaît toutefois une érosion constante dans les sociétés occidentales et c'est essentiellement sur le pouvoir expert que se fonde en fait le leadership clinique. Si le pouvoir n'est pas synonyme d'influence, il faut retenir qu'il peut en procurer et contribuer de ce fait au leadership. La définition suivante de leadership: le leadership est la capacité d'influencer, de motiver et d'habiliter les autres à contribuer à l'efficacité et au succès des organisations dont ils sont membres. Ça, rien n'empêche un père aidant, c'est pas lui le chef médical, là, mais de contribuer à ce leadership-là. Le leadership, c'est la capacité d'influencer, de motiver et d'habiliter les autres à contribuer à l'efficacité et aux soins des organisations dont ils sont membres. L'autorité est le droit légitime d'exercer le pouvoir. L'autorité est nécessaire au fonctionnement des organisations sociales. Elle s'appuie sur les traditions, les lois et règlements, les consensus sociaux. Elle dépend essentiellement de l'acceptation et de la volonté des autres de s'y soumettre. Elle évolue donc en fonction de la culture ambiante dans tous les secteurs sociaux, religieux, politiques, éducatifs et bien sûr aussi dans le secteur de la santé. L'autorité s'exerce donc différemment que par le passé. Aujourd'hui, elle tient beaucoup plus compte des besoins personnels et se fonde beaucoup moins sur l'obéissance que sur la participation. Elle doit être congruente avec la responsabilité assumée, mais comme l'autorité doit avant tout être reconnue, il est possible que ce ne soit pas le cas. L'intérêt de l'interdisciplinarité résidant dans la collaboration entre différents types d'experts toujours plus qualifiés, le travail en équipe doit inévitablement se heurter à des enjeux de pouvoir et d'autorité. Les conflits qui en résultent peuvent-ils être résolus sur la base de la responsabilité professionnelle et médicale? La pratique publique en établissement se fait dans un cadre non contractuel et dans ce cadre, le fondement de la responsabilité du fait d'autrui réside dans le pouvoir de contrôle de la personne à l'égard d'une autre personne. La responsabilité du commettant, un hôpital vis-à-vis ses employés par exemple, est engagée si, d'une part, il existe un lien de subordination, c'est-à-dire un pouvoir de contrôle entre le commettant et l'employé fautif, et si, d'autre part, la faute est commise par ce dernier dans l'exécution de ses tâches. Une question d'assurance, là. Il faudra distinguer si l'acte fautif est un acte médical, comme l'exécution d'une prescription elle-même fautive, ou un acte hospitalier, acte qui se rapporte à toute tâche liée à la fonction de l'auxiliaire médical dans le cadre de son emploi. C'est là, les pères aidants. Vous faites partie en tant qu'un peu auxiliaire médical, dans le cadre de vos fonctions, vous allez partager une responsabilité, somme toute, malgré tout, qui est médicale. Puis il existe des recours s'il y a une faute sur ce plan-là qui est commise. Il faut que on l'avait vu. C'est pour ça que je vous ai remis d'ailleurs sur Studium ce que Annie Brouillette avait fait dans le cours d'éthique sur l'importance d'avoir ces mécanismes-là. C'est une question de protection à la fois pour les employés, pour vous, puis pour les patients. Il faut qu'il y ait des mécanismes possibles où on puisse se plaindre. Donc, ça prend un code de déontologie, en gros, là. Il s'agira donc de déterminer, pour faire cette distinction entre un acte médical ou hospitalier, s'il y a eu transfert ou non du lien de subordination au médecin. Ce serait le cas d'un résident supervisé par un médecin ou quand la faute est commise sous la direction ou sous le contrôle immédiat du médecin. Ce ne serait pas le cas pour un anesthésiste s'il y a eu défaut de vigilance infirmière dans la salle de réveil. Le même raisonnement s'applique aux actes médicaux qui sont délégués aux infirmières principalement, où seuls les actes exigeant une surveillance immédiate engagent la responsabilité du médecin. La jurisprudence sur la faute ou la négligence professionnelle s'appuie sur une analyse au cas par cas des actes posés en fonction d'une norme de pratique et cherche à départager les responsabilités individuelles
en répondant à la question « Qui doit faire quoi et comment? » Les psychiatres, aussi bien d'ailleurs que tous les membres de l'équipe, verront-ils leur imputabilité augmenter du fait d'une pratique interdisciplinaire où les chevauchements sont plus fréquents et où les fonctions dépassent le cadre professionnel strict? Le psychiatre reste-t-il responsable pour les services rendus par l'ensemble de l'équipe, où il y a éventuellement un père aidant, donc des services toujours plus nombreux et approfondis? Y aura-t-il un risque accru de poursuite, au moins temporairement, le temps que les tribunaux développent une plus grande compréhension de la pratique interdisciplinaire, de ses bienfaits et de ses modifications, que cette pratique entraîne dans l'appréciation des responsabilités individuelles? Il est encore plus probable que ce soit en fonction d'une norme de pratique en équipe que les situations litigieuses soient analysées et chaque membre de l'équipe pourrait alors être responsable de la bonne application du modèle d'équipe concerné. Des professionnels, tout autant que des médecins, pourraient utiliser ces incertitudes légales comme un frein à leur participation à une équipe interdisciplinaire en maintenant pour les médecins une vision médico-centrée de la pratique, les tenant responsables de tous les événements cliniques et justifiant ainsi la nécessité qu'ils approuvent tous les actes. L'Association canadienne de protection médicale recommande prudemment à ses membres de bien connaître les champs d'exercice des autres professionnels, de définir clairement les rôles de chacun et les processus de décision, de documenter la communication avec les membres de l'équipe et de s'assurer que tous les membres de l'équipe disposent d'une couverture légale adéquate. Il faut donc encourager les membres de chaque discipline, y compris les médecins, y compris les pères aidants, à expliquer au reste de l'équipe ce dont ils ont besoin pour répondre aux exigences de leur ordre professionnel respectif. Face aux désaccords qui vont survenir dans la pratique clinique, faut-il alors adopter le point de vue de celui ou de celle qui assume la plus grande responsabilité et qui en décidera? Ou bien, la balance penchera-t-elle du côté de la personne à qui l'équipe reconnaît l'autorité la plus grande? L'expérience montre qu'il s'agit bien souvent du psychiatre ou du médecin. En termes de dynamique d'équipe, il se peut qu'il y ait un prix à payer dans ce genre de situation, surtout si elle témoigne d'un défaut de confiance mutuelle. Faire preuve de leadership ne consiste pas à se limiter à un exercice de hiérarchisation des responsabilités, mais à promouvoir la notion d'une responsabilité d'équipe qui intègre harmonieusement la responsabilité de chacun. Il appartient au leader d'entraîner l'équipe interdisciplinaire vers des solutions justifiées par les données probantes et les normes de pratique du modèle interdisciplinaire choisi, ainsi que par une pratique d'intervention centrée sur la personne. En d'autres termes, le leadership n'est pas réductible à la responsabilité qu'on assume et à l'autorité dont on dispose. Les caractéristiques individuelles des leaders font en fait l'objet d'une abondante littérature scientifique depuis le début du 20e siècle. Certaines aptitudes personnelles du leader ont invariablement été retrouvées, telles que la détermination, la persistance, la confiance en soi, la force du moi, pour n'en citer que quelques-unes. Ces aptitudes ne sont pas des conditions suffisantes. Acquérir du leadership suppose une volonté en ce sens. De conserver réclame des compétences, tant au niveau de la tâche qu'au niveau des capacités interpersonnelles de communication et d'empathie. Parmi les conceptualisations du leadership émanant de la psychologie organisationnelle, le modèle multifactoriel de Bernard Bass est celui qui a fait l'objet du plus grand nombre d'applications au domaine de la santé et de la santé mentale. Ce modèle décrit et mesure deux aspects du leadership transactionnel et leadership transformationnel. Une autre question à l'examen, distinguer leadership transactionnel du leadership transformationnel. Ces deux aspects qui ont été associés positivement au degré de satisfaction de la clientèle et à l'implantation de meilleures pratiques, alors que le leadership transformationnel a été associé à la cohésion de la culture organisationnelle et à la prévention de l'épuisement. Le leadership transactionnel se rapporte à la relation d'échange entre un leader et un subordonné,
dans laquelle chacun cherche à servir au mieux ses intérêts personnels. Il est basé sur le renforcement positif et sur les bénéfices que l'employé obtiendra suite à l'atteinte des objectifs fixés par l'organisation. Il peut prendre la forme d'une gestion proactive, avec rétroaction sur la performance advenant que celle-ci soit insuffisante ou bien celle d'une gestion passive où des mesures coercitives ne seront prises que si un problème survient et si aucune mesure n'est prise. On parle alors de laisser faire. Le leadership transformationnel, quant à lui, incite au dépassement des intérêts personnels au profit de l'intérêt collectif, tout en valorisant la réalisation de soi. Il fait appel à plusieurs leviers. L'influence idéalisée, qui est en fait synonyme de charisme, associant des caractéristiques personnelles de détermination, de confiance et d'expressivité à un processus d'identification de la personne même du leader. Il y a le leadership inspirant, fondé non pas sur l'identification au leader lui-même, mais à un idéal commun, sur sa capacité à donner sens et à façonner les attentes de ceux qui le suivent et à articuler la vision d'un futur réalisable et accessible. Stimulation intellectuelle qui favorise l'innovation et la créativité, et ensuite, considération individualisée pour la croissance personnelle des membres en faisant autant que possible de leurs assignations des occasions de développement. Mais ça, c'est toute une science des ressources humaines. Ça s'apprend ça aussi, ces modèles-là. C'est sûr qu'à un moment donné, toi, tu vas te reconnaître chacun son style. Tu dis, moi, je serais plus ce genre-là. Donc, peut-être que dans l'équipe, on pourrait avoir quelqu'un plus d'un autre genre. Là, tu te demandes si on comble la palette. Cette conception du leadership est en phase avec l'évolution des pratiques en santé mentale qui font appel à l'engagement et à la responsabilisation de personnel de plus en plus qualifié, apte à travailler en équipe. Le leadership inspirant inclut presque toujours un certain degré de charisme dont on ne peut nier l'importance. Ces deux composantes du leadership transformationnel sont incontournables quand on parle d'implantation de nouvelles pratiques ou de changement radical de la culture organisationnelle. Les autres styles de leadership que nous décrivons plus loin, comme le modèle directif-participatif, demeurent toutefois parfaitement valides. Le leader pourrait, par exemple, s'adresser à son équipe de la manière suivante. Nous devons ajuster nos pratiques, ça c'est directif, en fonction de la notion de rétablissement, à laquelle je crois beaucoup, ça c'est transformationnel. Et là, on demande, comment pensez-vous que nous pouvons le faire? Là, c'est participatif. Et quels sont les avantages pour votre pratique? Ça, c'est transactionnel. On peut finalement supposer que les leaders cliniques, et en particulier les psychiatres, se sentiront plutôt interpellés par la dimension transformationnelle. C'est pour ça que souvent, nous, on va évoquer là, le plan d'action en santé mentale dit qu'il devrait y avoir des pairs aidants parce on souhaite une transformation du système. En principe, tu es supposé en tenir compte. Les caractéristiques du leader ne doivent pas faire oublier l'influence que ceux qui le suivent vont avoir sur l'émergence et sur l'exercice de son leadership. Il est virtuellement impossible de rendre compte succinctement des multiples facteurs en jeu dans les rapports entre le leader et son groupe. Le style de leadership, aussi bien que l'expertise et la maturité du groupe, vont être déterminants dans l'interaction entre le leader et son groupe. Plusieurs paires d'opposés ont été utilisés pour décrire différents styles de leadership, démocratique versus autocratique, participatif versus directif, centré sur les relations ou sur la tâche, sur la considération pour les personnes ou sur l'organisation du travail. L'efficacité à long terme et la popularité sont du côté du leadership démocratique, participatif et intéressé aux personnes, mais il est faux de croire que ces types de leadership sont toujours préférables à leur opposé. C'est un usage équilibré et pertinent de ces différents styles qu'il faut rechercher. L'inexpérience ou le manque de formation du personnel, une organisation déficiente, des situations de crise nécessitent un leadership plus directif, orienté vers la structure opérationnelle et sur l'atteinte des résultats, alors qu'un leadership participatif et centré sur les relations serait plutôt de mise si l'adhésion, la satisfaction et l'engagement du personnel sont de première importance.
Un groupe ne forme pas une équipe tant qu'elle n'est pas de... Un groupe ne forme pas une équipe tant qu'il ne s'est pas donné un projet commun et une structure stable de fonctionnement. Il faut aussi y retrouver cohésion, confiance mutuelle et une détermination commune à réaliser son projet. Pour y aboutir, le groupe devra traverser différentes phases. Une première phase de constitution, caractérisée par des échanges polis, un niveau bas de confiance et une recherche d'orientation suivie d'une phase conflictuelle, de différenciation où un certain leadership va émerger, donnant lieu à des confrontations et à des alliances plus ou moins temporaires. Chacun cherche sa place et tente de la préserver en invoquant à son avantage la législation, la convention collective ou les données de la science. Une fois stabilisées, ces tensions vont laisser place à une phase normative, où le groupe va définir ses tâches, les conduites attendues, où la cohésion et les échanges vont s'accroître. Durant ces 3 phases, c'est le leadership interne au groupe qui va être prépondérant et lui permettre d'établir une structure de groupe. Un style directif et orienté sur les relations sera ici plus approprié. À chaque phase peuvent émerger différents leaders qui réapparaîtront si le groupe retraversait la même phase. Une fois les normes de fonctionnement établies, le leader devra s'y conformer, du moins initialement. La phase suivante, où le groupe devient productif, est marquée par l'établissement de relations fonctionnelles et demande un leadership participatif orienté sur la tâche. La productivité du groupe, devenu équipe, est tributaire à la fois de son niveau d'énergie et de son engagement, ainsi que de sa cohésion, mais cette cohésion n'a d'influence sur sa productivité que si son engagement est suffisant. Dans le cas contraire, on aura affaire à un groupe cohésif, plutôt centré sur lui-même, qui se rapprochera plus du clan que de l'équipe. Le leadership est essentiel pour définir le projet commun, structurer le groupe, assurer la cohésion, bâtir sa confiance et orienter son énergie vers la performance. L'équipe mature atteint finalement un stade de reconstitution où la performance est mesurée en fonction des résultats attendus et où les ajustements sont faits pour compléter la réalisation du projet. C'est à ce stade de fonctionnement que l'équipe aura les conditions nécessaires pour atteindre le niveau de collaboration interdisciplinaire optimale, soit la collaboration en action, tel que décrit au début de ce chapitre. Les aspirations, les difficultés et les besoins de chacun des membres de l'équipe doivent être prises en considération de manière personnalisée. Il est essentiel de s'assurer que les intervenants sont en mesure de répondre à leurs obligations cliniques afin de prévenir tout risque d'épuisement. À cette fin, il faut, rappelons-le, déterminer avec eux les responsabilités qui leur reviennent ainsi que les mécanismes de répartition des tâches et tenir compte des forces et des faiblesses, du style relationnel et de l'aptitude de chacun à rechercher au besoin le support ou la supervision nécessaire. Les leaders de l'équipe seront également attentifs à la satisfaction professionnelle de ses membres. Celle-ci est étroitement liée au sentiment de faire partie de l'équipe, tout en étant reconnu comme un membre à part entière de sa discipline. C'est pourquoi il importe de discuter des besoins individuels de formation continue et complémentaire, de faciliter en équipe l'expression des points de vue personnels et professionnels et de souligner les compétences individuelles. Travailler dans un environnement stimulant est une autre source de satisfaction professionnelle. Le rôle des leaders, qu'il s'agisse des psychiatres ou des autres professionnels, est de promouvoir le transfert d'expertise en mettant à jour et en partageant leurs connaissances, d'encourager l'innovation et la créativité des membres de l'équipe. Au niveau de l'équipe dans son ensemble, le leadership s'exerce vis-à-vis du renforcement positif des efforts mis en commun et des résultats obtenus et vise à maintenir un climat de confiance et d'optimisme et à entretenir un esprit de collaboration et d'entraide. Dans les situations difficiles, il est souhaitable de rappeler assez souvent à l'équipe la mission qui inspire son action, mais aussi de reconnaître qu'il est normal qu'elle rencontre des difficultés qu'on n'hésitera pas à verbaliser. La construction d'une équipe exige du temps et peut connaître des pauses et des reculs qu'il faut savoir accepter. Les équipes sont enfin confrontées à des pathologies dites réfractaires, sans traitement connu et éprouvé, ou à des patients jugés difficiles.
Le leadership clinique est primordial dans ces situations d'impasse ou d'impuissance où l'équipe est mise au défi de trouver des solutions nouvelles. Dans tous les cas, on révisera la conformité du plan d'intervention aux besoins, aux attentes et au rythme du patient, et si son implication a été systématique, uniforme et patiente. Tout traitement ayant ses limites, il se peut que l'impasse thérapeutique persiste, et comme toute équipe a elle aussi ses limites, l'enjeu sera alors de savoir faire appel à d'autres ressources ou d'orienter le patient vers d'autres services éventuellement plus spécialisés. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que le rôle des leaders de l'équipe interdisciplinaire est aussi crucial qu'étendu et que cela exige diverses compétences professionnelles et personnelles qui ne seront pas obligatoirement réunies chez la même personne. Les besoins de l'équipe et de ses membres sont complexes et un seul leader ne peut pas toujours y répondre isolément. Cette limite est en même temps une opportunité, car si on considère le leadership comme une responsabilité et non comme un droit ou simplement un pouvoir, il devient envisageable de partager cette responsabilité avec un co-leader et de mettre en commun avec celui-ci son expertise et son talent au service de l'équipe. Voilà.